Vous aimez l'art et la culture d'ici et d'ailleurs ? Retrouvez Anne dans l'épicerie culturelle du territoire. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans l'épicerie culturelle du territoire pour cette deuxième émission consacrée au Printemps des Poètes. Merci à vous d'être là et de nous suivre en direct un lundi sur deux sur Radio Grand Lac de 13h à 14h. C'est bien, vous suivez, bravo. Alors aujourd'hui, nous consacrerons cette émission à ce Printemps des Poètes qui se clôture aujourd'hui puisqu'il a eu lieu du 11 au 27 mars. Alors le Printemps des Poètes, qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est un temps fort où partout en France, la poésie est mise à l'honneur, de quelque manière que ce soit. Alors un temps fort pour nous sensibiliser à l'écoute de ce que nous avons de plus intime en nous-mêmes, à l'ouverture de notre cœur, de notre conscience, vers ce lien d'humanité qui nous relie finalement aussi à tout homme. Alors avec moi sur le plateau, pour ensemble rentrer dans ce Printemps des Poètes, Irina Lemignan, bonjour. Bonjour tout le monde. Créatrice des jardins poétiques à Aix-les-Bains. Ça fait du bien, merci Irina. Merci à vous. Pierre Guédon, bonjour Pierre. Bonjour Anne, bonjour à tous les auditeurs de l'épicerie culturelle des territoires, bien sûr. Alors Pierre, bien sûr, metteur en scène et prof au conservatoire de théâtre d'Aix-les-Bains, est accompagné aujourd'hui avec 4 de ses élèves, Arthur, Romane et il en manque une, Isis, donc ça fait 3, bonjour. Bonjour. Et aussi au téléphone en direct de Bucarest, l'auteur et poète Grégory Rateau. Bonjour Grégory. Bonjour. Bon, alors j'avais envie d'introduire cette émission avec les mots de Bruno Doucet, qui est éditeur de l'anthologie Frontières qui rassemble 112 poètes de tout territoire. Alors je vais vous le lire. Prononcez le mot frontière et vous aurez aussitôt 2 types de représentations à l'esprit. La première renvoie à l'image des postes de douane, des bornes, des murs, des barbelés, des lignes de séparation entre États que l'on traverse parfois au risque de sa vie. L'autre nous entraîne dans la géographie symbolique de l'existence humaine. Frontière entre les vivants et les morts, entre réel et imaginaire, entre soi et l'autre, sans oublier ces seuils que l'on franchit jusqu'à son dernier souffle. La poésie n'est pas étrangère à tout cela. Qu'elle naisse des conflits frontaliers, en Ukraine ou ailleurs, ou explore les confins de l'âme humaine, elle sait tenir ensemble ce qui divise. Géopolitique et géopoétique se mêlent dans cette anthologie où 112 poètes, hommes et femmes en équilibre sur la ligne de partage des nombres, franchissent les frontières, leur papier à la main. Je trouve ça très très beau. Alors j'ai envie de poser une question à tout le monde. Qu'est-ce que ça vous évoque ce mot frontière ? Il y a Isis qui vient d'arriver. Bonjour Isis. Bonjour dans le micro. Bonjour. Qu'est-ce que ce mot frontière vous évoque ? À vous ici sur le plateau et puis aussi Grégory Rateau. Pour moi, c'est la séparation de plusieurs pays, de plusieurs personnes, de traditions. D'accord. Donc, on est dans le concret de la frontière. Arthur ? Pour moi, ça serait le malheur, parce que énormément de réfugiés meurent chaque jour. Alors, pour moi, c'est une porte. J'imagine une porte, soit imaginaire, soit réelle. Voilà, comme symbole de quelque chose à franchir. Et moi, j'imagine une limite entre 2 pays ou bien 2 endroits où ça serait complètement différent des 2 côtés. On est dans l'imagination aussi d'une porte. Alors, moi, la frontière, c'est effectivement aller à la rencontre d'eux. C'est traverser et passer voilà, d'un pays à un autre, d'une culture à une autre, comme disait Romane. Voilà, donc c'est pas forcément quelque chose de négatif, même si effectivement aujourd'hui les conflits mondiaux, etc., tout ce qu'on entend véhicule aussi des choses négatives autour du mot frontière, mais en même temps, au contraire, moi c'est plutôt un rêve d'ailleurs. Vous m'avez inspiré, Pierre. Grégory ? C'est beau. Alors oui, moi je suis d'accord avec ce que vient de dire Pierre, dans le cadre surtout du Printemps des Poètes. Je pense que Frontières, c'est une invitation justement
à les déplacer en fait, ces frontières mouvantes, illimitées, et de justement par le biais de la poésie en fait communiquer à travers le monde sans qu'il y ait ces frontières. Après, c'est vrai que je pars du principe aussi que le fait d'écrire en soi est un engagement. C'est donc voilà. Donc c'est aussi pour ça que ce thème se prête particulièrement justement à ce printemps des poètes. Alors on va écouter Arthur qui va nous lire quelques mots, les mots de Rime Batal, jeune Rime qui est une jeune poète contemporaine qui est très très appréciée sur le territoire et ailleurs. Alors oui, plus que quelques mètres nous séparent de la mer. Dans la voiture, mon ami, moi et deux presque inconnus, avec qui nous voyageons. À l'entrée du port, un gendarme nous arrête, demande nos papiers. « Qui couche avec qui ?» demande-t-il. « Personne. La vérité semble le décevoir. Nous ne sommes pas comme ça. » Le gendarme jeune et déjà amer, sans mâcher ses mots, nous dit « Si vous n'étiez pas comme ça, vous seriez chez vos parents préparant le thé et le pain. » Nous n'étions pas comme ça non plus. Il aurait fallu une vie pour expliquer aux gendarmes que l'on pouvait être sans être ni ceci ni cela. Comme de vie, je n'ai que la mienne et que j'y tiens beaucoup. Je glisse un billet bleu dans mon passeport, le lui tends, il dit « Merci ». Nous passerons le port l'une et l'autre, en pleurant dans les bras l'une de l'autre, mon ami et moi. Nous serons dans le même bateau, au moins. On parle d'exil, exil choisi, exil forcé. Irina, tu vas justement lire Oui. Exil Alors, Exil de Grégory Rateau. de Grégory Rateau, oui. Je ne suis plus d'ici, lieu de transit, comptoir d'un hôtel, baie vitrée panoramique. Les silhouettes tournent et je me revienne. La ville les appelle. Vivre vite. Ne plus chercher un visage en particulier, j'ai échoué en suivant des ombres. Dans les impasses de l'amitié, alors je me glisse dans la première valise venue. Retiens mon souffle, brinque-balai aux douanes du hasard et passe-muraille de mon époque. Je rentre peut-être chez moi. Merci, c'est très joli. Alors forcément, on a envie d'entendre Grégory Rateau sur sa position, sur ce poème. De quelle manière en fait vous l'avez écrit? Dans quelles conditions? En fait, c'est vrai que moi, la poésie, c'est plutôt une poésie existentialiste. C'est-à-dire que c'est vrai que pour moi, c'est aussi une réflexion sur soi-même, sur sa difficulté à être au monde, donner du sens à la souffrance. Et c'est vrai que pour moi, le fait de vivre loin de chez soi, même loin de la maison de son enfance, en fait, c'est une souffrance. Et donc, je pars du principe que le voyage que j'ai vécu avant en Irlande et au Liban, c'est aussi un moyen de retrouver les premières perceptions et de se raccrocher aussi au territoire sacré de l'enfance. Et c'est pour ça que tout nous ramène à notre enfance. Voilà. Même quand on a un rapport de détestation par rapport à sa culture, son pays, ce qui peut être tout à fait légitime pour certains, ce qui est pas mon cas, mais voilà, on peut avoir ce rapport-là, mais tout nous ramène en fait chez nous et à notre culture, je le pense. Je vois Irina qui visiblement abonde dans le même sens. Irina, alors je vais peut-être rappeler quand même Grégory Rateau. En fait, vous vivez, donc vous êtes poète, écrivain, et vous vivez en Roumanie, à Bucarest, depuis un certain nombre d'années, une dizaine, je sais pas, pardon. C'est ça, à peu près 8 ans, voilà, c'est ça. Alors, c'était un accident, en fait, du hasard, d'être en Roumanie. Mais voilà, mais j'ai trouvé un équilibre, en fait, pour continuer à écrire. C'est pour ça que je disais que toute forme de résistance passe aussi par le fait d'écrire, parce que c'est dur d'écrire de nos jours avec une autre activité, voilà. Mais c'est le lot de tous les gens qui écrivent, en fait, finalement. Irina aussi, tu es partie à 13 ans du Kazakhstan. Oui, alors avec mes parents, on est venus en France, donc c'était en 2000. Donc ça fait bientôt plus de 20 ans que je suis là. Et voilà, c'était un choix de la part de mes parents de quitter le pays. On n'était pas partis dans l'urgence, mais voilà. Jusqu'aujourd'hui, j'ai cette conviction en moi qu'il faut que je retourne justement sur les lieux d'enfance. Vraiment, c'est comme une mission en fait, une mission de vie de retourner dans les lieux d'enfance qui m'ont vraiment marqué et qui ont construit en fait ma personne. J'ai envie de dire, quand on prend ce chemin d'exil, qu'on choisit ou non, qu'est-ce qu'on emmène avec nous, Grégory Rateau?
Alors moi, beaucoup de livres, ça c'est certain. Par contre, bon, j'allais dire, on emmène le souvenir un peu des gens qu'on a appréciés, mais s'il n'y a pas le contact charnel, même avec la possibilité de communiquer dans le monde aujourd'hui, je pense on laisse forcément des gens derrière nous. Ça c'est un peu difficile, parce quand on n'a pas le contact avec les gens, c'est difficile de le maintenir à distance. D'accord. Alors, on va écouter, je crois qu'il y a Pierre donc Guédon qui est prof donc de théâtre, je l'ai dit tout à l'heure, qui a été assez touché par un de vos poèmes, Beyrouth. Alors Beyrouth, vous l'avez écrit dans quel contexte ? Alors dans un contexte où en fait j'avais une aide du GREC, du groupe de recherche et d'études cinématographiques, et on était parti en fait faire un court-métrage avec mon amie qui est libanaise, et donc dans sa ville de la ville où elle est née en fait, Tripoli. Et au bout d'une semaine de repérage, en fait, le tournage a dégénéré, ça a été une vraie guerre civile. Et donc bon, on était bloqués comme tout le monde, on pouvait plus sortir, et finalement on a tout fait pour continuer à faire le tournage malgré que la ville était encerclée et que ça se tirait dessus de partout. Donc on était un peu irresponsables, mais c'est vrai qu'on avait on n'avait pas envie de repartir les mains vides. Voilà, donc ça a été une expérience humaine très forte avec les gens. Voilà, donc ça a été bon. Les choses dégénèrent très facilement au Liban. Hein. C'est vraiment un pays. Les pauvres Libanais, je le vois, cette jeunesse qui essaye de s'en sortir, c'est difficile. Parce que quand les choses vont mieux, les choses dégénèrent très rapidement. Alors on va écouter Beyrouth, vos mots interprétés par Pierre Guédon. Un taxi noir, celui d'après minuit. Mon chauffeur slam, mix de plusieurs langues. Et ses sourcils de loup-garou dans les nuits fauves de Beyrouth. Cette montagne, dressée au loin, constellation d'un Pollock en transe. Je décroche, à côté de mes pompes, tel un somnambule. La ville jappe, puis bat la mesure en rythme. Par la fenêtre, des fils électriques tressés à l'infini. Tout va trop vite, ça défile. Appartements percés de part en part, éclats de balles. Des trous de la taille d'un obus. Un goût de poussière. Odeur de pneus brûlés. Ma tête prête à exploser. Comme si des doigts essayaient de me faire avouer. Mais quoi ? Je délire. Un gamin court après la voiture, le feu passe au rouge, des scooters nous tournent autour. Haine de l'étranger. Je fonce sur les bords de mer. La lune fait du surplace. Le ciel pris de folie, des lucioles rebondissent sur le sable. Des chars défilent. Tremblement. La terre entame son solo de jazz. Je rêve d'une femme, la peau claire, aux cheveux noirs. Mais j'ai droit à la lampe d'un militaire, braqué sur mon désir. Il nous fait ranger sur le bas-côté, fouille au corps, vérification des papiers. Le loup-garou ne veut pas aller plus loin. Je longe la plage, des couples se cachent dans des voitures, tous phares éteints. Dans l'eau, elle est là, la femme à la peau claire, aux cheveux noirs. Elle n'a pas peur des flammes, des reflets brûlants sur les vagues. Nous plongeons sous l'eau une autre nuit, une longue phrase, sans un mot, a love suprême. C'est très joli. Très beau. Moi je dis on peut. Merci pour cette belle lecture. J'espère que ça a été. Ah super, merci beaucoup vraiment. Merci à vous. Ça fait toujours plaisir de s'entendre lu par quelqu'un d'autre, quelqu'un d'inspiré. Parce que souvent l'auteur n'est pas le plus inspiré pour lire ce qu'il écrit, voilà. Ah, je sais pas. En tout cas, j'ai essayé de restituer votre pensée, vos mots. J'espère. Alors, ce que j'ai envie de vous demander, Grégory, c'est finalement quand on est lu, quand quelqu'un lit, ce qu'on a écrit. Est-ce que ça nous apporte d'autres éléments ? Est-ce que vous entendez d'autres choses ? Est-ce que vous avez d'autres perceptions
que ce que vous avez écrit au départ. Absolument, et ça pose une vraie question parce qu'actuellement dans le secteur de la poésie, en fait, ce qui est le plus populaire, en fait, c'est de lire ces textes en public. Et tout le monde n'est pas un performeur, et souvent les gens écrivent parce que ils n'ont pas la capacité peut-être de s'exprimer ou ils ont du mal. Et finalement, on est le premier spectateur, en fait, quand quelqu'un s'approprie en fait le texte. Et le fait bien, parce que des fois c'est pas le cas. C'est vrai que c'est touchant. C'est-à-dire que là, pour le coup, le texte m'a touché, alors que c'est difficile d'être spectateur de son propre travail quand on l'a écrit. Mais vraiment, voilà, moi là, je suis très très touché par cette lecture. Merci beaucoup. Bon, très bien. On va écouter. Alors, vous parliez de performance. Rim Battal performe vraiment ses poésies. Elle nous donne aussi un langage avec sa gestuelle. Des mots qu'elle pose, qu'elle écrit. Alors aujourd'hui, on a cette chance d'avoir les jeunes du Conservatoire de théâtre d'Aix-les-Bains qui nous offrent aussi ces mots, les mots de Rim Battal, avec leur manière. Donc on va écouter Romane 9-3. N'est-on plus heureux dans le 9-3 ? On a la beauté des îles proches et lointaines, les cheveux de jument, la patience de Turia, le cuir solide, la mer assise, le rap, la moula à la source, le Lacoste gueule scellée et grande ouverte. Aux quatre chemins, égratés, KH Astro gris-gris, les dates de naissance, les dates de départ, une adresse chère un jour de fête, l'heure, un 06, les nombres pairs. Le 7, le 5, le 3 enchaînent dans l'ordre militaire des marées, la chanson terrible de l'inconnu et de l'espérance. Les chevaux de course figurent l'espoir, le retour triomphant vers une campagne aride, mais natale. Un quartier populaire, suburbain, sublimé par la mémoire. Les bras d'une jeune mariée, parfaitement modelée pour pétrir. Une belle-mère tyrannique, mais bonne cuisinière. Un père malade, mais tyrannique. Un frère peut-être, une sœur, un cousin aimé dans le secret, à l'arrière d'une Honda. Un roi coriace, une robe de rosée, un soir. Le 7, le 5, le 3 figure le carrefour au cou duquel papiltent des cœurs qui rêvent de gloire, de conquête et volent tous les matins. Pensais-je en sirotant, du haut de ma terrasse, une Augarden agrume. C'est très beau. Alors on sait que Rim Battal en fait a une vraie position, un vrai engagement aussi porte un engagement politique à travers ses poèmes. Et Cécile Coulon, donc romancière et prix Apollinaire 2018, dit même d'elle, depuis 10 ans, personne en France n'a écrit de poèmes aussi sensuels, aiguisés et forts. C'est vrai qu'elle ose aussi prononcer des mots très crus, quitte à parfois même gêner une certaine assemblée pour défendre effectivement parfois la position de la femme dans un pays, au Maroc, mais aussi en France. Vous, Grégory Rateau, pourquoi vous écrivez? Qu'est-ce que vous défendez? Comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, c'est vrai que le fait d'écrire, c'est un engagement en soi. Alors, je comprends, moi, je comprends très bien cette tradition de poésie engagée, notamment. Dernièrement, en fait, j'ai même fait la préface, en fait, d'un auteur qui était donc communiste et qui était très très engagé. Et donc, c'est vrai que moi, j'ai un attachement aussi pour cette poésie-là. Mais maintenant, je pense que l'engagement est vraiment, même en parlant de soi, finalement, c'est une forme d'engagement également. C'est-à-dire que je pense qu'en poésie, même si aujourd'hui on peut s'exprimer, on reste le paria. C'est-à-dire que c'était quand même la position rimbaldienne, mais je pense que c'est à partir du moment où on essaye de créer dans un monde comme celui-ci, surtout aujourd'hui avec les réseaux sociaux, avec tout ça où les gens manquent d'attention, c'est un véritable acte de résistance de s'arrêter pour être dans la contemplation et de témoigner en fait, mais de témoigner de son présent sans forcément surfer sur l'actualité, car l'actualité sera rapidement datée, mais des émotions en fait. Comme celle qu'on vit, par exemple, l'émotion, le fait de se sentir seul. Moi, je viens du 93 aussi. C'était très dur, en fait, concrètement, de s'intéresser à la culture, parce que personne nous encourageait. De temps en temps, un professeur repérait quelques aptitudes, et là, on avait cet encouragement qu'on attendait depuis toujours. Et donc voilà. Donc le fait de choisir cette voie, déjà parce que l'horizon est bouché, ça, c'est vraiment pour moi l'engagement de départ. Voilà, excusez-moi pour la digression. Non, mais très bien. Alors, on va marquer une première pause musicale avec La Frontière de Bernard Lavilliers. On se retrouve tout de suite après. Vous aimez l'art et la culture d'ici et d'ailleurs? Retrouvez Anne
dans l'épicerie culturelle du territoire. J'ai fait tomber ma tasse de café ce matin. Ma tasse de café. J'ai cassé mon verre à pied hier et j'ai vu s'affaisser mon rêve par terre sur mon tapis berbère ce matin. Je me suis endormie dans l'amour et au lever, j'ai cassé ma tasse de café ce matin. Je n'ai rien fait pour la rattraper. J'aurais pu, mais je n'ai rien fait. J'ai regardé les bouts de porcelaine se séparer les uns des autres, tous dans la catastrophe. J'ai même ri, j'ai même cru les entendre. « Sauve-nous, s'il te plaît !» Mais j'ai préféré regarder ma tasse se casser sur le sol, que j'ai oublié de nettoyer hier. Les morceaux de verre et les taches de rouge y étaient encore. Et maintenant, j'ai même ri malgré le mal de crâne. Je n'ai jamais aimé le café et je ne peux plus boire de vin. J'ai cassé ma tasse de café ce matin. Souvent, la poésie de Rime Battal prend le contre-pied de la gravité des sujets auxquels elle se confronte et en montrant l'absurdité. Sa langue brève et incisive n'est pas sans humour. Alors, j'ai envie de vous demander, Grégory Rateau, Irina Lemignan, Pierre Guédon et les jeunes aussi, en fait, à votre avis, de quelle manière, en fait, la poésie peut apporter, peut prendre le contre-pied, en fait, sur des sujets graves? De quelle manière, en fait, on peut parler, elle peut nous aider, finalement, à dialoguer, à rentrer en dialogue sur des sujets difficiles? C'est une question difficile? Alors, je peux commencer? Bien sûr. Alors moi je pense que justement là cette approche un peu quotidienne est très intéressante et d'ailleurs il n'y a pas de règle. Hein. J'ai envie de dire c'est vrai que justement ce qui est beau c'est d'expérimenter et ce que je trouve intéressant d'ailleurs quand je lis le recueil des recueils du même auteur, c'est quand ça ne se répète pas. Alors on dit toujours que finalement faire œuvre, c'est toujours répéter le même livre, mais je suis pas tout à fait d'accord. C'est-à-dire qu'on peut aborder des thèmes, mais on peut aussi expérimenter. On peut, ce que faisait Nietzsche, penser contre soi-même, c'est-à-dire changer radicalement d'orientation, se rendre compte qu'on a peut-être fait fausse route et aller vers d'autres directions. Et ce qui est beau justement, c'est cette liberté-là. Le plus important, c'est qu'il y ait une exigence, c'est que expérimenter, oui, mais sans perdre la chair du poème, que ce soit incarné, en fait. Je pense qu'il ne faut pas tricher. Moi, ce qui me plaît en poésie, c'est quand je vois que les gens ne trichent pas. C'est le plus important. Voilà. Finalement, on peut écrire des choses très profondes sans en avoir conscience, selon vous? On a plutôt intérêt à pas en avoir conscience, parce que sinon, je pense qu'on se regarde écrire. Et ça vraiment, enfin ça se sent. Honnêtement, moi je le vois. Des fois, quand les gens essayent justement de coller à l'actualité, par exemple, par rapport à des sujets, je trouve ça artificiel. Par contre, quand ils l'abordent d'une autre manière quotidienne, ça veut dire en parlant de depuis là où ils sont en fait finalement. Mourir, c'est finalement fermer. C'est un monde qui disparaît en fait. C'est-à-dire qu'on porte un regard sur le monde. Et quand les gens disent bon, il faut pas être nombriliste, faut faire attention parce que on part toujours de soi en fait pour parler du monde. Donc je pense juste qu'il faut travailler son empathie, aiguiser ses perceptions, mais toujours parler de soi en fait. Vraiment essayer d'être honnête envers soi-même. C'est important. Quitte à même se détester à travers ses écrits. Alors presque, ce que vous dites, Grégory Rateau, ça m'évoque quand même aussi une certaine forme de collaboration avec le vivant, avec peut-être la création, voilà, où finalement, comme un dialogue, on envoie des choses finalement sans trop savoir, mais en étant comme on est, et on reçoit et on crée aussi peut-être bien au-delà de notre conscience. Je le pense sincèrement. C'est pour ça qu'on peut être très ému d'entendre quelqu'un nous lire ou même d'avoir des retours critiques sur son travail. Parce que il y a des retours qui sont pareil. Il y a des critiques, des vrais passeurs qui ressentent les choses et d'autres qui essaient de se mettre en avant à travers l'écriture critique. Et pareil, moi je le ressens et quand je reçois un vrai passeur, j'ai parfois des clés sur mon propre travail qui m'aident pour la suite en fait vraiment. Voilà, moi je crois vraiment qu'on a besoin de gens honnêtes et d'authentiques passeurs. C'est vraiment très important, d'enseignants, de gens habités en fait vraiment. Pierre veut réagir. Oui, écoute, formidable tout ce que tu as dit. Alors après nous on est juste comme tu viens de le dire, des passeurs. On n'a pas peut-être ces compétences d'écriture, mais en tout cas, c'est ça qui est formidable. Je reviens sur ta notion de singularité, de partir de soi pour arriver aux autres.
c'est ça l'intérêt, c'est qu'effectivement là on a entendu un poème du quotidien, enfin j'espère pas trahir la pensée de Rim Battal, mais quelque chose de l'ordre du quotidien. Effectivement, on part de quelque chose de petit et on tire vers l'universalité. Et puis nous, effectivement, dans cette poésie, on essaye à la fois de respecter le sens d'un auteur, une pensée, ce qu'il essaie de véhiculer, et aussi notre singularité, ce qu'on peut apporter. C'est pour ça que la poésie, elle est à la fois évidemment pour éclairer notre société, notre temps, ce qui s'y passe, et en même temps, elle a aussi cette vertu du voyage, de l'onirisme, et de pouvoir prendre aussi un peu de distance par rapport à tout ce monde, même si on peut le dire avec légèreté, clin d'œil, humour noir, etc., etc. Voilà, il y a ce chemin, ce passage. Alors j'ai envie aussi d'entendre les jeunes, donc Arthur, Isis et Romane. Ah, c'est sûr. Qu'est-ce que finalement vous avez travaillé alors Arthur, on lira aussi, on t'entendra lire ton poème après, mais tu peux aussi d'ores et déjà répondre. Quelle clé Grégory Rateau tout à l'heure parlait de clés, peut-être de clés de lecture, de clés aussi d'ouverture dans nos vies. Qu'est-ce que ça vous a ouvert dans vos vies finalement, ce travail de poésie de Rim Battal, mais ça aurait pu être d'autres poètes finalement. Qu'est-ce que ça vous a inspiré en fait? Est-ce que ça vous a ouvert une réflexion? Romane, qu'est-ce que ça t'a fait finalement, ce travail? Pour moi, dans mon poème que j'ai lu, il y avait 2 vies différentes. Donc là, on peut parler peut-être de frontières, car il y a sa vie en France et sa vie avant au Maroc. Donc ça peut nous faire réfléchir par rapport aux différentes vies qu'on peut avoir à différents endroits. Est-ce que donc vous avez quel âge? Vous avez 14 ans. 14 ans. Est-ce que à 14 ans, on a aussi l'impression d'avoir des frontières de vie différentes? Est-ce qu'on a des vies différentes à 14 ans? En fait, pour moi, je pense que chacun a une vie différente. En fait, suivant les événements qu'on a pu avoir pendant notre enfance ou suivant les événements qui ont pu se passer durant notre vie, je pense qu'on a tous une vie différente et que c'est aussi une forme de frontière entre certaines personnes. D'accord, donc il y a et les cycles qu'on vit dans notre propre vie et les vies de personnes qui nous entourent, c'est ça? Oui, c'est ça. Enfin, c'est mon avis en tout cas. Tu veux dire quelque chose, Isis? Moi, c'est un petit peu comme Arthur. Tout dépend de ce qu'on a pu vivre avant ou ce qui va bien se passer, parce que ça dépend en fait. Voilà. Oui, ça dépend. En fait, oui. Non, mais c'est ça la richesse de ce qu'ils disent les jeunes, c'est-à-dire qu'effectivement, ils sont leur petite personne, mais en même temps, ils s'enrichissent d'un environnement, d'une société. Et c'est ça aussi qui permet d'épaissir les choses, de les rendre riches. Mais bon, après là, c'est un peu difficile de répondre à leur place. Ils ont fait des belles réponses. On va écouter Arthur avec Fugue de Rim Battal. Aussi, comment lancer un vol au réveil, caresser le poisson qui navigue au-delà. J'essuie vaillamment les insomnies et la vie petite que l'on m'a soumise. La vie est grise dans le gris des murs, dans le gris des yeux et le gris du ciel qui n'est pas bleu. Les pieds à l'eau, cheveux fumants, j'écarte les cuisses pour retrouver la mer. Je relis mes mails pour tromper la nuit. J'écoute préludes et fugues que l'on m'envoie. Enfin, le soleil frappe à ma porte que je ne ferme pas. C'est très joli, c'est très joli. Quelle porte on ne ferme pas? Quelle porte ne fermes-tu pas, Irina Lémignan, avec tes jardins poétiques que tu crées? Alors la porte de l'expression artistique dans tous les domaines. Donc je pense que pour moi, la poésie au quotidien, le vivre poétiquement, c'est avoir un regard singulier sur les choses. Peu importe si on parle des choses d'actualité, des souvenirs d'enfance, c'est vraiment c'est l'imaginaire qui travaille. Voilà. Alors, tu nous as donné à vivre un moment très poétique et très beau
il y a quelques mois sur les hauteurs d'Aix-les-Bains, dans un jardin qui ne ressemble plus à un jardin, mais que tu as ressuscité autour d'une botaniste qui s'appelle Hélène Villemotte. Hélène Villemotte, Voilà. avec des propositions très poétiques, des mises en scène très poétiques. Peux-tu nous dire aussi comment ça s'est passé? Alors, je sais que tu as un autre projet aussi encore cette année pour les jardins vagabonds au bord du lac, donc c'est un autre projet. Est-ce que ça sera sensiblement le même? Comment tu travailles? Alors, je me saisis d'une thématique qui m'inspire. Ça peut être un personnage, ça peut être une plante, ça peut être un sujet assez subjectif et abstrait, mais en tout cas, ce qu'il y a toujours dans le concept que je propose, c'est l'art de voir le végétal différemment. Et donc Tresserve, c'était mon premier événement. J'avais envie de mettre Hélène Villemotte en valeur, le patrimoine local, d'une manière insolite, d'inviter les artistes à participer dans un jardin, qui est vraiment propice, un jardin. On s'exprime. Le jardin nous invite à s'exprimer. Ou alors se recueillir déjà à la base. Donc voilà. Et au jardin vagabond, ça serait quelque chose de différent, mais tout aussi singulier. Alors je trouve ça très intéressant ce que tu dis. Le jardin nous invite à nous exprimer. De quelle manière en fait aussi nos vies nous invitent à nous exprimer? Grégory Rateau, de quelle manière, qu'est-ce qui t'invite à t'exprimer, en tout cas de Roumanie, j'ai envie de dire? Et pourquoi finalement ce déplacement? Est-ce que tu penses, maintenant je me mets à te tutoyer, voilà, entre finalement quand tu étais en France et aujourd'hui en Roumanie, est-ce que tu penses que ton expression, le territoire fait que tu t'exprimes de manière différente? Je le pense parce que moi en fait j'ai travaillé pendant 15 ans dans le cinéma, où en fait le plus difficile à mon avis, parce que le cinéma je le considérais comme un art, c'est de préserver sa passion. Malheureusement il y a ce qu'on appelle le milieu et c'est très très difficile. Alors c'est vrai que ça intéresse pas forcément les gens de parler de cuisine interne, mais c'est vrai que ce qui est difficile à mon sens dans le temps pour continuer à s'exprimer, c'est de se protéger. Et moi, il a fallu finalement que je parte dans des fermes en Irlande, que j'aille ailleurs, pour nourrir en fait un vécu et aussi retrouver cette frustration. Parce que pour moi, la création, c'est de la frustration que j'utilise intelligemment. C'est-à-dire que j'ai besoin d'arrêter de créer en fait. Je suis pas quelqu'un qui crée de manière compulsive, qui écrit chaque jour. J'ai besoin justement de sentir que je ne suis plus moi-même, que je donne plus de sens à ma vie au quotidien pour me remettre à l'écriture. Mais c'est pas forcément un plaisir. Par contre, c'est un vrai plaisir quand les gens le reçoivent. Ça, c'est vrai que moi, c'est vrai que écrire pour ne pas être lu, finalement, j'ai toujours l'envie que les gens se l'approprient, que les gens continuent. On s'inscrit tous dans le maillon d'une même chaîne. Je veux dire, à travers le monde, on est inspiré par des gens très différents, en fait. Et c'est vrai que tous ces gens-là nous inspirent, mais qu'on peut pas repartir de zéro. Quand les gens disent, moi, je crée sans partir de quelque chose, je n'y crois pas. On part toujours de ce qu'on a aimé, en fait. On veut rendre à la création ce qu'elle nous a offert, en fait, finalement. Donc, on est avant tout spectateur, en fait. Voilà. Alors, tu as eu. Il n'y a pas de frontière dans ce cas-là. Je t'ai pas assez présenté en tout cas assez ton parcours, mais tu es né en 84 à Drancy. Tu vis donc aujourd'hui à Bucarest donc depuis 8 ans comme tu disais tout à l'heure, où tu diriges un média et tu te consacres à l'écriture. Le média, qu'est-ce que c'est? C'est une radio, c'est ça? Alors non, moi j'ai travaillé à la radio, mais en fait c'est un média en ligne d'actualité qui en fait essaye de changer un peu l'image qu'on se fait des Roumains, surtout à l'étranger, parce qu'en fait c'est sur la Roumanie mais en français. Et on est pas mal suivi par la diaspora en France. Voilà, moi je sais qu'il y a un lien très fort entre les deux cultures, la France et la Roumanie. Mais souvent en France, à travers les infos justement, l'image des Roumains est souvent malmenée. Et je le vois, le meilleur moyen de changer ça, c'est de montrer des portraits de gens qui font des choses, des jeunes, vraiment parler de culture, parler de cinéma, parler de musique, de littérature. Et c'est par ce biais-là, en fait, je vois que les gens commencent à changer l'image, en fait. Voilà, ils n'ont plus les mêmes a priori sur la Roumanie. Et ça, c'était important pour moi de faire ça, en fait, ici, pour aussi gagner ma liberté et puis donner du sens à mon activité, parce que c'est vrai que, voilà, moi, je pense quand même, j'ai fait beaucoup de petits boulots dans ma vie, mais j'avais besoin d'une activité aussi qui fasse sens.
à côté de l'écriture. Voilà. Donc c'est presque, j'allais dire, une vraie vocation de défendre cette culture roumaine. C'est ça, parce que ce sont des outsiders et je me sens proche d'eux, en fait. Pour moi, le fait de vouloir créer depuis tout jeune, on nous met tout le temps un peu à l'écart. C'est-à-dire qu'on n'est pas, je veux dire, même si aujourd'hui par exemple, vous nous invitez, pendant des années, souvent, ce qui est difficile, c'est justement de courir après un rêve et d'être seul, en fait, avec ce rêve. Et de devoir se justifier en permanence finalement, parce que ce n'est pas un métier en fait. Et c'est vrai que la Roumanie, je me suis senti vraiment proche d'eux dans cette manière d'avoir été mis à l'écart, d'avoir énormément de richesses, de traditions, d'avoir vraiment même artistiquement, c'est impressionnant. Je veux dire que ce soit le cinéma ou la nouvelle vague roumain, ça fait 10 ans qu'elle domine le cinéma international au niveau des prix, que ce soit au niveau du marché de l'art, c'est un Roumain qui est numéro 1. Enfin, c'est vrai que ça leur donne une espèce de rage en fait. Et moi, je crois à cette rage-là. Et je suis né à Drancy, mais j'ai grandi à Clichy-sous-Bois. Et j'ai vu au début, j'ai voyé beaucoup de violence autour de moi, et maintenant je comprends cette violence. Et ça m'a permis de voir qu'il y a vraiment des moyens de l'exprimer en fait, justement, par le biais de la création. Et que cette frustration-là, il faut pas donc la taire, il faut la transformer en quelque chose d'utile en fait, parce que je veux dire, on est tous frustrés d'une manière ou d'une autre. C'est pour ça qu'on va vers l'art. À un moment donné, si on ouvre un livre, c'est qu'on prend le temps en fait vraiment surtout dans cette société va très vite, et je pense que c'est la frustration qui nous y amène aussi. On a besoin d'autre chose en fait. Voilà, faut reconquérir son intériorité en fait, mais tout le monde le doit, pas que les gens qui créent en fait finalement. Alors c'est intéressant parce que aussi on est dans ce thème de frontières, de pays, et finalement on peut dire presque que tu t'es choisi, en tout cas en t'écoutant, c'est un petit peu ce que je ressens, que presque tu as épousé ce pays, cette terre comme presque une terre d'origine, d'âme. Ça pourrait être ton âme. Un alter ego. Un alter ego. Et j'ai retrouvé mon enfance. C'est vrai qu'au début, ici, je suis allé vivre à la campagne. J'ai fait beaucoup de trek et j'ai retrouvé les perceptions de mon enfance. Et ça m'a un peu réconcilié avec l'enfant que j'étais par le passé. Parce que les jeunes invités disaient des choses très justes. Tout dépend de ce qu'on a vécu quand on était jeune. C'est-à-dire que on a beau avoir un bon enseignement, avoir eu des parents aimants, le monde extérieur peut être très violent finalement. Et on a tous finalement des traumatismes très différents. Et je pense qu'il faut se réconcilier avec soi-même. Donc pour moi, la création, c'est le meilleur cheminement pour ça. Quel que soit notre vécu, finalement, la création peut permettre de regagner ce qu'on disait, cette intériorité, de se réconcilier avec soi et donc avec le monde. Parce que quelqu'un qui est en paix avec soi-même est en paix avec le monde. Il n'y a plus de frontières, finalement. Pierre Guédon ? Oui, je voulais me permettre de te poser une question. Tu avais déjà eu un rapport avec ce pays-là avant, à travers des voyages ou à travers la connaissance de cette culture ou des amis ? Est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus ce passage de frontières et le fait que tu sois arrivé en Roumanie? Alors oui, en fait, mon amie depuis 11 ans est roumaine et libanaise. Elle a vécu au Liban et en France, mais en fait, elle a très peu vécu en Roumanie et elle n'avait pas envie de revenir en Roumanie. Et en fait, j'ai voulu avec elle justement qu'elle se rapproche un peu de sa culture, et donc on est parti faire un trek en montagne. Et elle s'est appropriée sa propre culture. Et finalement, le hasard nous a proposé de faire des documentaires en Roumanie. Donc on a choisi cette occasion pour venir ici. Mais c'est vrai que c'est étrangement elle qui a des liens, des racines roumaines. Elle a beaucoup plus de difficultés à s'intégrer en Roumanie, parce que pour elle, c'est un retour un peu à la case départ. C'est pour ça que je dis que c'est très compliqué le rapport qu'on entretient avec sa culture, son pays, avec ses origines multiples. Lorsqu'il la concerne, elle a fui la guerre du Liban, elle a été élevée chez sa grand-mère quand elle était petite en Roumanie, sa grand-mère est morte, donc c'est très compliqué en fait le parcours de gens qui ont une vie un peu fracturée. Et moi, en banlieue, j'ai vu beaucoup de jeunes qui étaient issus de plusieurs cultures. Moi, ma mère est vietnamienne, elle est moitié vietnamienne, et c'est vrai que il y a toujours cet ailleurs en fait qu'il fantasme sans y avoir vécu. Et qu'on ait vécu à l'étranger, qu'on soit déraciné, qu'on ait plusieurs cultures, qu'on soit déplacé d'un quartier à un autre. Je pense que le déracinement est au cœur de nos vies. Et c'est pour ça que ça devrait nous inviter à une grande tolérance, en fait, par rapport aux étrangers, je pense que c'est ça, en fait, le plus important, ce qu'on doit en tirer tout ça. Alors, tu parles de déracinement. Je regarde aussi Irina Le Mignon, donc,
qui est du Kazakhstan. Et on peut dire aujourd'hui, Irina, tu es d'où ? Alors, je suis toujours de Kazakhstan. Hein. Quand je vous entends parler de multiculturel, hein, c'est vraiment ça en fait que je ressens. C'est vraiment le multiculturel. Et moi, c'est ce que j'ai envie de dire aussi, de préciser, c'est que les frontières, elles sont aussi dans la manière dont on s'intègre dans le pays où on arrive. Et les gens qu'on rencontre, qui nous aident en fait à nous intégrer, qu'on rencontre sur notre chemin, qui nous permettent de nous intégrer, d'avancer, aussi bien sur le plan social que sur le plan des papiers. Et ça, c'est très important. Donc, Alors les papiers, c'est quand même c'est intéressant. C'est peut-être intéressant de le dire aussi. Oui. Alors, à l'antenne. Les papiers, alors moi, il m'est arrivé un truc un petit peu incroyable, c'est qu'on m'a attribué un statut indéterminé sur mon titre de séjour. Voilà, depuis 10 ans déjà, j'ai la nationalité indéterminée. Donc c'est quand même assez paradoxal, puisque une carte d'identité doit confirmer l'identité de quelqu'un. Eh bien moi, non. C'est bientôt le contraire. Je suis donc indéterminée. Ou universelle, pour le dire plus joliment. Exactement. Universel. Donc voilà, c'est vrai que ça peut être vécu comme quelque chose de difficile, mais je pense que Est-ce que ça l'a été ? Ça l'a été. Oui, ça l'a été au début, parce que ça peut même réveiller une forme de crise identitaire, ou surtout quand on est jeune adulte, adolescent. C'est déjà que l'intégration n'est pas toujours facile. Il y a l'apprentissage de la langue, il y a toutes ces difficultés. Mais en plus, si il y a ce statut qui rentre en jeu et qui est censé nous définir, eh bien ça a été un petit peu difficile au début. Alors on va marquer la deuxième pause musicale avec Grand Corps Malade et on se retrouve tout de suite après. À Aix-les-Bains, à Chambéry et bien plus encore, Radio Grand Lac vous accompagne sur le 92.1 FM. Vous aimez l'art et la culture d'ici et d'ailleurs ? Retrouvez Anne dans l'épicerie culturelle du territoire. Grand Corps Malade qui a finalement transformé sa souffrance en poésie par les mots. C'est très joli ce qu'il raconte. Je vous cite Grégory Rateau. Lors d'une interview, vous avez dit « En racontant les autres, en racontant les lieux traversés ou simplement fantasmés, on se raconte soi-même et vice-versa. Pour ma part, la poésie donne du sens à la souffrance. Elle a son rôle à jouer pour éclairer le réel. » Est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus de ce que vous avez voulu dire à travers tout ça ? Mais en fait, c'est vrai que j'ai quand même une passion particulière. Moi, j'aime beaucoup la poésie haïtienne, parce que c'est des gens qui vraiment portent énormément de couleurs, de richesse en fait en eux. Mais en fait, c'est entaché aussi par les difficultés qu'ils ont pu vivre en fait, politique et autres. Et c'est vrai que ce qui est beau, c'est que dans cette tradition inspirée par exemple d'un grand poète comme Léopold Senghor, c'est justement d'arriver à donner du sens à tout ça. C'est-à-dire que essayer de questionner le réel avec lucidité, sans tricher, sans essayer d'en faire de trop pour émouvoir finalement, parler en partant de soi et essayer de témoigner, on le disait tout à l'heure, à travers le quotidien, à travers autre chose. Et moi, en fait, tous ces poètes qui finalement partent de leur souffrance, comme le grand maudit Jacques Prévert ou des gens comme ça, Stanislas Rodonsky, qui a passé quand même la moitié de sa vie dans un asile, c'est vrai que j'y vois en fait une lueur d'espoir dans leur travail. C'est pas complètement noir en fait, et c'est ça qui est beau. C'est-à-dire qu'ils sont des témoins en fait, et c'est vrai que la souffrance forcément elle vibre de manière plus importante, parce vivre c'est apprendre à souffrir et apprendre à mourir. Donc c'est vrai que on va tous être amenés à souffrir, c'est triste à dire, et on passe notre vie en fait à essayer de fuir cette souffrance. Mais il suffit d'un rien, d'un événement, d'une maladie, pour qu'on commence ou de la perte d'un proche. Donc on va tous à un moment donné finalement ressentir cette espèce de fraternité de la souffrance. Alors j'ai aussi envie de vous demander à tous, mais aussi vous les jeunes ici, comment finalement par rapport à ces souffrances, ces épines de la vie que tout le monde connaît finalement, comment
par quel moyen, en fait, vous transformez ces épines en roses, d'une certaine manière? Comment est-ce que la poésie, alors je sais que vous faites du théâtre, est-ce que c'est aussi un moyen de transformer, d'adoucir? En fait, pour moi, justement, ma façon de jouer et ma façon d'interpréter une pièce, en fait, elle montre aussi une certaine sorte d'émotion, l'émotion qu'on ressent à l'instant T. Et en fait, justement, jouer en théâtre peut nous permettre de se délivrer, de ressentir une certaine liberté. Romane? Pour moi, c'est aussi important car c'est une forme d'expression. On exprime tout ce qu'on est à travers la poésie ou le théâtre sans forcément dire des choses qu'on ne pourrait pas dire réellement. C'est des choses qu'on pense mais qu'on joue du coup et qui ne sont pas forcément réelles. Donc le fait d'être plus, finalement, on peut aborder, se délivrer, j'allais dire, en étant beaucoup plus léger sans pour autant rentrer en plein cœur du mal, peut-être? Oui. Après, je trouve aussi que le théâtre, ça permet aussi d'être, vu qu'on est une autre personne, on n'est pas soi-même, donc c'est pour ça qu'on peut aussi changer. Ça peut nous permettre d'évacuer tout ce qu'on a en soi et de penser à autre chose et penser à la pièce qu'on joue. Et voilà. Alors, est-ce que écrire, Grégory Rateau, est-ce que écrire aussi, c'est créer une distance entre soi et soi-même, j'allais dire, pour peut-être se dégager de la même manière d'une certaine souffrance? Je le pense, et c'est surtout, j'en parlais, mais c'est lutter contre sa propre médiocrité, parce que on se lève le matin et la première pensée qu'on a, elle est souvent médiocre en fait. Et c'est vrai que si on se regarde en face, on se rend compte que nos journées, à quoi on les emploie finalement. Je parle pas du travail parce qu'on a besoin d'aller travailler pour gagner sa vie, mais je pense vraiment à des moments qu'on perd et précieux en fait finalement. Et c'est vrai que l'écriture c'est une manière déjà. Moi je le vois comme une douleur parce que c'est pas que je suis fainéant, mais j'aime bien la vie, j'aime bien sortir. Dès qu'il y a un rayon de soleil, j'ai envie d'aller vers ce rayon de soleil. Donc l'idée quand même, la création, c'est quand même l'idée de s'isoler volontairement, comme l'exil volontaire dont on parlait tout à l'heure. C'est de se mettre un peu en retrait du monde et pour pouvoir justement l'observer avec plus d'acuité. Mais c'est quand même une petite souffrance. Et c'est surtout, moi je le vois, ça nous ramène encore une fois à l'enfance. C'est-à-dire qu'enfant, j'étais fils unique, je voyais les autres jouer dehors et je préférais m'enfermer pour essayer justement de voir des films, de me nourrir. Mais c'était quand même ressenti comme une souffrance. Au bout de 2-3 heures de projection, je me disais j'ai perdu ce temps précieux au lieu de jouer avec mes camarades. Et je pense que toute personne qui crée à un moment donné doit prendre ce temps-là. Les jeunes parlaient du théâtre, mais c'est très beau le théâtre. C'est comme un endroit qui est finalement à l'abri du monde. On l'a vu pendant l'occupation, les théâtres étaient occupés, mais les gens jouaient. C'était une forme d'évasion. En fait, le temps s'arrêtait. Il y avait et c'est pareil pour la musique. Moi, je suis passionné par la musique classique parce que je vois que ça donne vraiment une chance à des jeunes qui n'auraient pas pu s'en sortir autrement. Et je vois, c'est un milieu de discipline, mais dans cette extrême discipline, ils trouvent une espèce d'intemporalité où ils peuvent s'exprimer en fait et communier les uns avec les autres. Donc c'est très beau ça en fait. Voilà. Arthur, vous vouliez dire quelque chose aussi? Alors moi, le théâtre, si je décrivais à quoi ça me ferait penser, ça me ferait plus penser quand je joue à dépasser la frontière de l'imagination et partir plus dans la tête et à penser à autre chose que la vie réelle en jouant. On a tous besoin de s'évader finalement pour se retrouver, non? C'est pas un peu ça finalement? C'est un rendez-vous, peut-être s'évader, c'est peut-être un rendez-vous avec soi-même, mais ailleurs. Oui, et puis moi je voudrais revenir 2 petites secondes sur les propos de Grégory. Il y a aussi un effet tout ça cathartique, c'est-à-dire qu'effectivement, comme vous l'avez décrit, il y a un petit mélange où effectivement il y a de la souffrance, mais cette souffrance est à un moment donné partagée avec un public et on rentre en empathie avec tout ça et on en fait après sa petite cuisine interne personnelle et on essaye d'en ressortir grandi avec des richesses intérieures supplémentaires. C'est vrai qu'il y a toujours un peu de souffrance, mais le principal, c'est qu'il y ait une belle éclaircie au bout de tout ça quand même. Absolument. Alors, Bruno Doucet disait, et je trouvais pour illustrer aussi ces propos qui ont été dits, il parlait entre soi et l'autre, et il disait tant il est vrai que la poésie permet de se penser soi-même comme un autre. Ce côté aussi où finalement c'est peut-être
en regardant aussi les autres, en allant vers l'autre, c'est aussi une manière de se rapprocher de soi. Je trouvais ça très joli. J'aimerais savoir. Si je peux. Oui. Pardon. Oui. Si je peux réagir dessus, je pense qu'il a totalement raison et on a tous besoin de modèles. C'est pour ça que je trouve ça très intéressant quand les professeurs s'intéressent à la biographie d'un auteur pour justement toucher les plus jeunes, parce qu'en fait, c'est vrai que finalement, moi, j'ai découvert le bateau ivre à l'âge de 15 ans grâce à un professeur, et c'est vrai que c'est aussi la vie d'Arthur Rimbaud. J'ai fait un court-métrage sur lui à 17 ans, c'est vrai que sa vie, finalement, en partant de la petite histoire, comme quelqu'un l'avait dit tout à l'heure, on peut toucher à l'universel. Et c'est vrai qu'en partant finalement des amours entre la mère Rimbe et Rimbaud, cette envie d'ailleurs de fuir finalement pour mieux toucher le cœur de sa mère, en fait, ça a été l'engagement de toute une vie. Qu'on a aujourd'hui, on l'a transformé en mythe Rimbaud, mais finalement c'est vrai que c'était quelqu'un finalement qui était très proche de nous en fait, que de n'importe quel adolescent en fait finalement. Et c'est ça, je pense, qui peut, c'est en s'identifiant à ces modèles qu'on peut arriver, à mon avis, à se rapprocher de soi et à se construire, quoi. C'est important. Alors on arrive déjà au terme de l'émission. J'aimerais avant de nous quitter, j'aimerais aussi, je pense à Baudelaire et à son poème Enivrez-vous, qui dit enivrez-vous de vin, de vertu, de poésie à votre guise. J'ai envie de vous demander tous de quoi finalement vous avez envie de vous enivrer en ce moment. Qu'est-ce qui est important dans votre vie? Je pense qu'il faut s'enivrer de choses positives parce que c'est le plus important. Puis après de la famille, les amis et les choses positives. Alors moi j'ai le même avis que Isis, faut profiter parce que on n'a qu'une vie et après ça sera bien trop tard. Moi personnellement en fait je trouve qu'il faut s'enivrer un peu de tout parce que ça crée un certain équilibre et en fait c'est ça c'est la vie. Moi je pense qu'il faut s'enivrer du plaisir de la vie et aussi travailler pour la réussite pour pouvoir réussir après et pouvoir s'enivrer de plaisir de réussite en quelque sorte. Écoutez, moi j'ai envie de vous dire enivrez-vous d'amour, surtout. De vin. Ah non, je l'ai fait il y a 2 semaines, je peux pas recommencer, les auditeurs vont croire vraiment que j'ai une appétence pour les vins de Bourgogne. Et j'en profiterai pour vous dire enivrez-vous d'un très joli spectacle qui va y avoir lieu au Théâtre du Casino le samedi 1er avril 2023, L'inattendu de Fabrice Melchior. Mise en scène par moi-même avec Shirley Kima au jeu. Merci. Alors Grégory Rateau aussi, vous avez un certain nombre d'ouvrages et j'aimerais quand même un petit peu que vous puissiez nous dire 2 mots du dernier qui rencontre des critiques dithyrambiques qui sont absolument extraordinaires. Moi, je ne l'ai pas lu, pour être très honnête, mais je vais me précipiter pour me le procurer et pour le lire. Et racontez-nous quand même l'essence de ce dernier recueil qui s'appelle... j'ai perdu le mot, aidez-moi s'il vous plaît. Le titre. Imprécation nocturne. Merci. Imprécation nocturne. Imprécation nocturne. Oui, c'est difficile à résumer, mais en fait, c'est vrai que j'ai essayé de le construire comme un seul souffle. Donc c'est les imprécations. Alors c'est vrai qu'on peut penser à une malédiction, mais c'est juste que c'est comme si on peut le réciter à haute voix en fait. C'est un texte qui peut être lu d'un souffle et en même temps c'est des poèmes qui sont très courts, charpentés. J'ai essayé de faire plus court que le précédent. Et il est né aussi de plein de choses. On parlait de s'enivrer, mais c'est vrai que dernièrement, j'avais échangé avec l'auteur Pierre Michon. Et Pierre, il était très malade et c'est vrai que il m'a inspiré un poème, je lui ai envoyé. Et c'est pour ça que le recueil lui est dédié. En fait, il y a un des poèmes dedans qui est dédié à Pierre Michon. Pierre Michon aujourd'hui va mieux et franchement, c'est une vraie. Dans la transformation de la souffrance. C'est vrai. En tout cas, il va beaucoup mieux et il est de retour avec un autre livre attendu depuis 20 ans. Donc c'est magnifique. Pierre Michon pour moi est un modèle, mais humainement quoi. Je veux dire, il est revenu à la vie quoi presque là aujourd'hui. Donc voilà. Et il est revenu avec un livre. Donc à un moment donné, il me disait que la littérature l'avait abandonné parce que même quelqu'un qui a été célébré comme lui, en fait, face à la mort, on est seul. Et aujourd'hui, il revient avec la littérature. Donc je trouve que ça définit assez bien ce recueil parce que
c'est une ode à la souffrance et en même temps, c'est comme on le disait tout à l'heure, ça va vers l'espoir. Et en fait, finalement, c'est la vie, quoi. Je veux dire, savoir qu'on va mourir, c'est ça, c'est se sentir en vie. Sinon, on est tous on est tous finalement des morts vivants, quoi. Je veux dire, c'est vrai que si on ne sait pas profiter parce qu'on se dit qu'on est éternel, on n'arrivera jamais à en profiter réellement. Donc non, mais c'est ça. C'est pour ça que pour moi, on a besoin de la souffrance pour apprécier la vie, et on a besoin, voilà, de tout en fait. Hein. Ça forme tout ça, tous les ingrédients se mélangent et c'est ça qui donne du sens. Voilà. Donc. Très bien. Je suis obligée de vous couper, Grégory Rateau. Je comprends bien, bien sûr. En tout cas, un grand merci pour votre présence et pour tous vos témoignages aussi autour de la poésie. Un grand merci aussi ici sur le plateau, Irina Lemignan. Merci à vous. Merci beaucoup, Anne. Pierre Merci pour ton invitation. Merci. Merci beaucoup. Isis, Romane, Arthur, grand merci aussi à vous. Grand merci aux auditeurs de nous avoir suivis. Si vous souhaitez en tout cas vous procurer les œuvres de Grégory Rateau, c'est possible. Grégory, vous pouvez nous dire de quelle manière, ceux qui veulent vous lire, si on veut vous lire. Imprécation nocturne est chez Conspiration Édition. On le trouve. Ils sont bien distribués en librairie, donc on peut le trouver en librairie, sur Amazon, la Fnac. Pour Conspiration du réel, publié chez Unicité, là c'est pareil, hein, on peut se le procurer en ligne. Voilà, Noir de soleil chez Maurice Nadeau, c'est un roman sur le Liban justement. Et voilà, bon, je pense que ça suffit en tout cas. Si déjà vous avez la curiosité de lire les recueils, c'est parfait. Voilà, en tout cas, on mettra toutes les informations sur la page Facebook et Instagram de l'épicerie culturelle du territoire. Maintenant, il est l'heure de refermer ces portes de l'épicerie culturelle. Un grand merci à vous de nous avoir suivis. Merci à Jean-Pierre à la technique également. Je vous souhaite une très très bonne journée et on se retrouve pas dans 15 jours, puisque dans 15 jours c'est le lundi de Pâques et je pense qu'on sera tous en train de manger des œufs en chocolat, mais on se retrouve 15 jours d'après. À très bientôt. La radio de l'identité locale à Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, Radio Grand Lac sur 92.1. Radio Grand Lac.